Waouh, là j'ai failli canner là. Il est l'un des humoristes et acteurs préférés des Français. J'ai le plaisir de recevoir Ahmed Silla sur InPower. T'as toujours été amoureux de la vie? Il y a eu un moment, j'avais plus envie de vivre. T'as fait quoi? Attention, ça pique, il faut que je touche pour voir que ça pique. Donc j'ai jamais su trouver ma place. C'est là où t'as commencé à devenir acteur en fait. Et donc j'ai fait des conneries, ouais. Je me suis fait tirer dessus dans une voiture. Bah wow. Là, ça a été la plus grande peur de ma vie. Quand t'as failli mourir, t'apprécies après la vie. Derrière la joie et les rires, Ahmed se confie sur les épreuves qu'il a dû affronter et qui ont façonné sa manière de voir le monde. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je voulais être libre. C'est le premier à avoir cru en toi? Toi, tu vas percer, hein. Je fais rire des gens que je ne connais pas. Putain. Je dis, ah ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, ça devient mon métier. Est-ce que je suis une bonne personne? En fait, je craque. Et je me suis juré de ne jamais faire subir ça à un artiste que je produis. Comment dépasser le sentiment de ne pas être à sa place? Comment se construire une carrière à son image? Comment préserver sa santé mentale? Vous dites que vous m'aimez, mais quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, vous êtes pas là. Il y a personne. Je suis tout seul. Ça t'inquiète? Ah mais de dingue. T'as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Et là, je prends une claque. Et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Ahmed Silla. L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! Bon Ahmed, je suis ravie de te recevoir. Je dis souvent que il y a des personnes qui sont très difficiles à recevoir, tu en fais partie. Mais le jeu en vaut la chandelle. À cause du planning, bien sûr. Et puis l'important, c'est que tu sois sur ce fauteuil au final. Mais du coup, tu vois, je suis assez convaincue que l'effort permet d'apprécier encore plus le résultat. Ouais. Donc, le fait de t'avoir attendu, je suis certaine qu'on va encore plus profiter de cet épisode. Ouais, je pense. On va parler de plein de choses. J'ai même pas tellement envie de dévoiler le programme parce que le but c'est qu'on aille dans tous les sens. Ouais. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors déjà, lève la main, vas-y. Ouais, je lève la main. Je te donne la parole, Ahmed, vas-y. Merci. Je m'appelle Ahmed Silla et là je suis en lunettes. C'est pas genre I'm an American, you know, just because it's morning and I don't want, you know, show my eyes, yo. Non, c'est juste en fait, en ce moment j'ai hyper mal aux yeux avec les lumières. Je crois que je vieillis. Oh, dur. Et là, c'est très blanc, par exemple. Ouais. Et j'ai pas envie de passer une mauvaise interview avec toi. Ok. Donc, je filtre un peu. Ok. Bah, mais j'ai l'impression que tu vois mes yeux, parce que j'ai fait en sorte de... Ah oui, on voit. Tu vois mes yeux. Et donc, 34 ans, amoureux de la vie, amoureux transi, humoriste. Ouais. J'espère être quelqu'un de drôle, parce que c'est mon métier. De généreux. On le verra pendant cette interview. Le ton est posé. On attend de la générosité. J'essaye d'être très succinct dans la présentation puisque j'ai envie qu'on apprenne à se découvrir. Bien sûr. Bah, déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as toujours été amoureux de la vie? Ah, c'est une très bonne question. Ah oui, tout de suite comme ça? Ah, moi, c'est, ouais. Like... On va faire de la philo. Ouais, all right. Ouais. All right. Ouais, je pense que oui. Jusqu'à ce que mes parents divorcent et que ma mère aille vivre au Sénégal pendant un moment. Et qu'à 14 ans, je devais avoir 14 ou 15 ans. J'ai été amoureux de la vie. J'ai pas eu une enfance compliquée, difficile. Ça a été dur, mais c'était pas... Ça t'a pas traumatisé? Non, c'était pas traumatique. Mais il y a eu un moment où j'avais plus envie de vivre. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que maman était partie, je voyais mon père un peu esseulé, un peu triste. Et je crois que ouais, le manque de maman, il s'est fait ressentir assez fortement. Et il y a un moment, ouais, je me suis dit, tiens, si je partais là tout de suite, là, ce serait bien, non? Et heureusement, j'ai raté. T'as raté, t'as essayé? J'ai essayé. T'as fait quoi? J'ai essayé d'attenter à ma vie. Ah ouais, ouais. À 14 ans? À 14 piges, ouais. C'est tôt, hein, quand même. C'est tôt. T'as des trucs à faire après. Donc t'as clairement pas toujours été amoureux de la vie, quoi. T'as eu vraiment un moment de... C'est même pas ça. C'est vraiment, je pense, un moment où le cerveau se dit, ce sera mieux comme ça. Ouais, le désespoir a pris le dessus. Ouais. T'en as parlé à des gens? Heureusement, j'ai vu très tard une psy, moi. Très, très tard. Et je l'ai caché pendant très longtemps, d'ailleurs. Parce que les gens savaient pas que c'était une tentative de suicide. Ils pensaient que j'avais fait un malaise vagal. Ah. Ouais. Quelqu'un te découvre, du coup Non, je suis en cours. J'ai fait ça en cours. Et c'est le prof de maths, je me souviens, il avait pleuré, je me souviendrai toujours de son... Parce qu'il avait compris? Non, même pas, mais il a eu peur, en fait. Il s'est dit... Je pense que c'était la première fois qu'un élève passe out, comme ça. Ouais. Et donc, du coup, il s'est dit, oula, je les aime bien, en fait, les élèves, là. J'ai envie qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible. Et les pompiers sont arrivés et tout ça. Je suis reparti sur une civière. C'était assez impressionnant. Hein. Tu t'es dit quoi en te réveillant? Je suis quand même quelqu'un d'à part, quand même. Je suis vraiment con.
Je me suis dit, je suis vraiment con. T'as regretté? Ouais, vraiment. Mais instantanément, j'ai regretté. Parce que je me souviens, mon père est venu me rejoindre à l'hôpital. Et je sais pas, je lui ai jamais posé la question. Mais j'ai l'impression que dans son regard, il avait compris un truc. Je sais pas, hein, c'est ce que je me raconte. Mais je lui ai jamais parlé de ça. Et on en a jamais parlé, mais il savait. Ouais. Comment tu remontes la pente? Parce que tu peux pas passer de j'ai envie d'attenter à ma vie à le lendemain, tout va bien, on reprend, je kiffe la vie. Comment je remonte la pente? C'est bizarre, mais j'ai un peu des trous noirs. Je crois que je me raccroche à beaucoup d'humour, du coup. Et c'est là que, du coup, l'humour devient à la fois une arme, à la fois une carapace, à la fois un moyen d'être aimé. Tu te sentais pas aimé avant ça? Non. Ouais, non. C'est-à-dire que je suis arrivé en primaire, j'étais le seul noir. Je l'ai compris tout de suite que j'étais le seul noir, parce qu'à la récré, j'avais pas le droit de jouer au foot avec mes camarades, parce que j'étais qu'avec des blancs. Que des gens comme vous. Horrible personnage. Ils te disent, tu joues pas avec nous. Ils me le disent pas, mais ils me font comprendre, ils me disent non. Je dis mais pourquoi? Et après, je dis ah d'accord. Donc là, je prends le ballon, je me laisse pas faire. Je prends le ballon et je dis si je joue pas, personne ne joue. Et donc ça a duré vraiment une récréation. Après, ouais, t'as posé les bases. Et j'ai posé les bases tout de suite, et après ça a joué, et c'est devenu mes meilleurs amis. Mes meilleurs potes d'enfance, c'est eux, avec mes potes du quartier aussi, mais c'est d'être vu différent dans le regard d'un enfant, des fois ça peut paraître violent. Après, au collège, j'ai vécu ma première insulte raciste. Ça c'est compliqué. Elle était sale en plus, putain. Elle était dure. Et lui, je l'ai frappé. Voilà, c'était la seule solution que j'avais trouvée à ce moment-là. Lui, j'ai pas réussi. J'ai pas trouvé de mots. J'ai pas trouvé de blague. En plus, il était roux. J'aurais pu, tu vois. Mais non, la seule solution, c'est que je l'ai frappé. Et après, il a été cool. Il m'a plus jamais fait de blagues racistes. Je sais pas où il est aujourd'hui. Tu penses que la violence est parfois utile? Non, vraiment non. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi parce que je peux être quelqu'un d'impulsif, notamment sur la route, par exemple. Ah ouais. J'ai fait un gros travail sur moi pour laisser passer les choses. Vraiment. Parce qu'on voit Comment des on choses travaille sur soi pour ne pas se mettre en colère quand la colère est légitime? Alors moi, je crois beaucoup en Dieu. Ouais. Et la spiritualité m'aide énormément. Et on parlait de ça tout à l'heure, ça m'a aussi servi de moyen pour remonter la pente. Ouais. Un peu plus tard. Mais la spiritualité, ce truc-là, je le trouve dans la religion. T'étais dans un primaire, collège privé, catholique? Ouais, collège privé catholique toute mon enfance. Jusqu'au lycée. Et t'étais le seul de ton quartier dans cette école? Quartier, j'étais le seul. Pourquoi et après, on t'a envoyé là-bas? Qui y sont allés. Parce que maman, elle s'était mis en tête que qu'il allait avoir une très très bonne éducation. Et franchement, elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort parce que ça suivait le rythme éducatif qu'on avait à la maison. Assez strict, mais avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup d'amour aussi. J'ai trouvé beaucoup d'amour chez certains profs, chez certains CPE. Je me souviens par exemple de Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'espère qu'il est toujours avec nous. Ouais. Mais t'as raison, ça nous marque les bons profs. J'embrasse Monsieur Chabert, c'était mon prof de CM1. Non mais tu vois, c'est des personnes, c'est des marqueurs. Il était hyper dur, hyper strict, mais il avait un truc dans le regard hyper bienveillant, beau. Ah ouais, non, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Monsieur Lambert, genre quand on allait... Tu vas chez Monsieur Lambert! C'était flippant. Mais moi, j'aimais bien me faire virer chez Monsieur Lambert. Tu savais que t'allais en ressortir une meilleure personne? Ouais, je sais pas comment il me voyait, mais je trouve qu'il m'a témoigné beaucoup d'amour, ce monsieur. Madame Pelletier aussi. Madame Pelletier, elle était dure aussi. Madame Pelletier, elle était dure, mais elle était gentille. Il m'aimait bien, en fait, les gens, ils m'aimaient bien. Parce qu'il savait que quand j'étais turbulent, je sais pas pourquoi, mais quelque part, je pense qu'il savait que j'avais besoin d'être turbulent. C'était comme un exutoire, quoi. J'avais besoin de vider certaines pompes. Quelle pompe t'avais besoin de vider? Le manque affectif de la famille, tu vois, cette période de l'adolescence où tu cherches ta place, où du coup, bah, t'as besoin d'extérioriser un peu de colère, un peu de tout, un peu de tristesse, un peu de tout ça. Et donc, moi, ça passait par énormément de turbulences et de rire. En cours, je faisais rire tout le temps. Tu faisais des conneries? C'est quoi que t'appelles des conneries? Des trucs qui frôlent la légalité? Ça, c'est venu après. C'est venu après? Ouais, c'est venu après, parce que j'étais un peu peureux, hein. J'étais un peu peureux jusqu'à mes... Bon, on l'est toujours un peu. En vrai, je le suis toujours. En vrai, je suis... Jusqu'à mes là, 34 ans, en vrai. Non, mais c'est venu après. C'est vrai que j'ai eu besoin de goûter à ce risque-là. Okay. Mais c'est venu vraiment... Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ouais. De 18 à 21, waouh. Peut-être que cette interview, elle n'existe pas. Hein. T'étais un fouteur de merde, Qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? Pourquoi t'as voulu goûter à ce risque? Surtout que tu te sortais d'une éducation hyper... Ouais. Tu vois,
hyper privé, strict. T'as voulu aller à l'encontre de ce que t'avais reçu? Non, j'avais toutes les bases. Hein. J'avais toutes les bases en plus pour pas faire de bêtises, mais je fais partie de ces enfants, quand on leur dit attention, ça pique, il faut que je touche pour voir que ça pique. Et ouais, je crois que j'avais besoin de m'affirmer un peu plus. J'avais le sentiment en fait que... En fait, j'ai grandi avec le sentiment que j'étais jamais à ma place. Mais que ce soit au quartier ou à l'école. C'est-à-dire qu'au quartier, eh ben, j'étais celui qui allait dans des écoles privées catholiques. Et à l'école privée catholique, j'étais celui qui habitait dans les quartiers. Donc j'ai jamais su trouver ma place. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, à 18 ans, quand je commence à faire un peu de muscu, ouais, je voulais tester un peu plus de testostérone, dire attends, ouais, moi aussi je peux être un dur. C'était plus stylé d'être le dur que d'être le bourgeois catho. Ouais. Ouais. En tout cas pour mes potes, quoi. Ouais. Et donc je me suis dit, allez, je vais aller être un peu avec eux, tout ça. Et donc j'ai fait des conneries, ouais. J'ai fait des conneries, hein. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Alors, j'ai aucun regret. Waouh. Franchement, j'ai aucun regret. J'en ai parlé avec ma psy, j'ai pas de regret. Parce que je me dis, si j'avais pas fait ça, encore une fois, je reviens à la spiritualité, on dit que tout ce que tu fais, ça a une incidence sur ta vie. Ça a une incidence sur ton destin. Ton destin, il est prédéfini. En tout cas, c'est ma spiritualité. Hein, pas... Ton destin, il est prédéfini. Tu as ton libre arbitre. C'est toi qui peux changer le cours de ton destin en fonction de tes choix. Et je pense que j'aurais pas été aussi cool, aussi bien dans ma vie aujourd'hui si j'avais pas fait ces conneries. En fait, quand t'as failli mourir, t'apprécies après la vie, quoi. Quand est-ce que t'as failli mourir? 19 ou 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le faire un peu short, je me suis fait tirer dessus dans une voiture. J'étais avec des potes comme ça, et puis on est tombé sur des gens un peu fous, quoi, avec des armes. Mais heureusement, moi, ça n'a pas été touché, mon pote a été touché à la main. Et ouais, là, ça a été la plus grande peur de ma vie. Là, je me suis dit, ouais, non, frère, c'est pas pour toi, ça. Regarde, tu trembles. T'es pas un voyou, enfin. Ahmed. Oh, non. C'est le jour où j'ai failli mourir. Hein. Qu'est-ce que ça change? C'est qui le Ahmed après avoir vécu cette frayeur honnêtement, incommensurable? je le vis, c'est assez traumatique sur le moment. Ouais. Mais je fais un espèce de... Dissociation, quoi. Ouais, dissociation, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. C'est un peu plus tard, en fait, que je me dis, putain, attends, là, j'ai failli canner, là. Ouais, c'est pas forcément une vie pour moi, quoi. Et donc, ça a aidé de mon grand frère qui me dit, je sais ce que t'es en train de faire, tu vas arrêter tout de suite. Et comme il a quelques kilos en plus... Ça t'a calmé? Ça m'a calmé, ouais. Ça m'a calmé. Et puis ma mère aussi m'a appelé. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai senti dans sa voix qu'elle commençait à ne plus être fière de moi. Et qu'elle pouvait être déçue de moi. Et d'être déçue dans les yeux de ma mère, ça c'est... De voir de la déception dans les yeux de ma mère, ça c'est... Oh, ouais, ça c'est compliqué. Tu t'engageais dans quelle voie à ce moment-là? Tu te destinais à quoi avant ce jour fatidique? Avant que je me fasse tirer dessus? Voilà. Waouh. Je sais pas du tout. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je voulais être libre. J'ai besoin de ce sentiment de liberté. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait des conneries, c'est qu'on m'a toujours dit fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et que, j'ai besoin, moi, de goûter à ça. Même ce métier, hein. Ouais. J'ai jamais voulu le faire. Vraiment. Hein. Faire des interviews, passer à la télé, monter sur scène, pour moi, c'était très loin. Hein. Si t'avais pas croisé ces gars, si ils vous avaient pas tiré dessus, ça aurait été quoi, tu penses, la suite? Est-ce que tu aurais eu la même prise de conscience qu'il fallait que tu changes de chemin? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui sont devenus ces potes à toi, pas ceux qui t'ont tiré dessus, mais les mêmes potes avec qui tu traînais, qui étaient dans la voiture? Il y en a un, il a complètement changé. Il est devenu hyper spirituel. Il regrette pas mal de choses qu'il a fait dans sa vie. On s'est retrouvés il y a pas si longtemps, parce que j'étais retourné à Nantes, là. On s'est retrouvés et c'est devenu quelqu'un d'hyper sage. J'ai fait, mes gars, j'ai dit, mais frérot... C'est fou parfois, c'est là où tu te rends compte que le temps passe, quoi. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit, vraiment. Il est d'une sagesse, d'une paix intérieure, c'est incroyable. Et c'est quelqu'un qui faisait énormément d'argent. Et aujourd'hui, il a une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus... Et ça lui va. J'ai un pote qui est devenu ça. Il y en a un, j'ai pas de nouvelles. Je crois qu'il a pas arrêté. Et c'est tout parce qu'on était 3. La plupart de mes potes ont compris. Hein. Que toi, avec qui j'ai grandi. Ouais. Non, ils ont compris. La plupart ont arrêté leurs conneries. Parce qu'en plus, ils ont fondé des familles, etc. Donc, la plupart ont arrêté. Tu parlais de la difficulté à trouver ta place. Comment est-ce que ça se concrétise pour toi de devoir être dans un établissement où il n'y a que des personnes qui ne te ressemblent pas et qui ne partagent pas forcément le même quotidien que toi, et revenir le soir et vivre avec une toute autre réalité?
Est-ce que tu as essayé de conformer à l'un ou à l'autre? Comment tu as géré cette dissonance? J'ai grandi dans une espèce de schizophrénie sociale. Où tu mettais un costume le jour, tu l'enlevais le soir. Mais c'est exactement ça. C'est là où tu as commencé à devenir acteur, en fait. Non, mais je te jure, c'est exactement ça. Je te jure. C'est exactement ça. Tu as trouvé le terme. J'enfilais un costume. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes potes du quartier, je voulais leur ressembler. Donc, tu vois, je parlais différemment, j'agissais différemment. Et quand je retournais à l'école, je voulais pas qu'ils se disent « Ah, t'es la racaille d'Eder Vallière. » Donc, c'est ça, en fait. Comment tu réussis à savoir qui tu es, toi, au-delà de ce que les gens voulaient que tu sois? Waouh! J'aime beaucoup tes questions. Hein. Cool. Honnêtement, je sais pas. Hein. Tu sais, je te promets que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Je me suis posé la question, est-ce que je suis une bonne personne? Il faut se la poser de temps en temps. Non, mais tu vois, je veux dire, ouais. est-ce qu'en vrai, je suis une bonne personne? Parce que tu sais, tu prends les compliments des gens, du public, etc. Les gens t'aiment, les gens viennent te voir. Mais est-ce que je suis une bonne personne? Je me pose cette question. Alors, est-ce qu'on se connaît, quoi? Moi. Faut que je retourne voir Candice, c'est ma psy, Candice. Ah bah Candice, là, faut oui. que je retourne la revoir. Il y a un peu de taf. Ouais, il y a un peu de taf. Et t'as pas répondu à la question? Si. Ah non, si. Je pensais que tu parlais de la première. Si. Mais en fait, je sais pas si c'est une manière de se rassurer ou est-ce que c'est vraiment ça. Sur quoi tu te bases pour analyser si t'es une bonne personne ou pas? Sur ce que je fais dans la vie et ce que j'apporte aux gens dans la vie. Est-ce que je le fais par choix, par envie? Ouais. Est-ce que je suis obligé? Ouais. Est-ce que je... Non, et en fait, je me rends compte que je peux pas faire autre chose. En vrai, j'ai toujours été attiré par les gens. J'ai toujours été attiré par l'humain. J'ai toujours voulu plaire aux gens, mais pas parce que... Si, quelque part, j'en avais besoin. Mais c'est plus, vraiment, hein, parce que je voyais que les gens en avaient besoin. Par exemple, ma mère, j'ai toujours voulu la faire rire parce que je sais qu'elle en avait besoin. Comment on arrive à savoir que notre mère a besoin de rire? Ah, quand tu vois que ta maman, des fois, elle est un peu triste, elle pleure, elle est agacée, elle est préoccupée par l'avenir de ses enfants, par les factures, par machin. Ouais, tu te dis, là... Ouais, tu elle a des dents, ma mère. Est-ce qu'elle a des dents? Non, elle est super. En plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Donc non, je le voyais. Tu décides, après ce jour où tu frôles la mort, de changer de voie. Quelle forme ça prend dans ta vie? Tu décides de commencer le théâtre? Tu décides de... Qu'est-ce que tu décides? Non, le théâtre, je commence à 14-15 ans, au collège, avec des filles hyper simplement qui me disent « Écoute, viens à l'option théâtre, tu vas voir, c'est hyper cool. » Donc j'y vais avec elles. Donc là, le théâtre, en fait, il est rentré dans ma vie très tôt, il l'a jamais quitté. Dans tous les... Même quand j'ai fait des bêtises, hein, j'étais au lycée et je faisais du théâtre encore. Mais vraiment. Tu disais le soir et tu revenais le lendemain et t'étais là. Je te jure. Et t'aimes direct. Et j'adore ça. Et plus jamais je quitte le théâtre. Et donc, après 20, 21, je rentre en BTS. Ouais. Et ça se passe pas bien. Et je quitte mon BTS. Et là, vraiment, je suis dans un brouillard, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Avec qui je vais le faire? Je sais pas, machin, tout ça. Et donc, je travaille dans une chicha à Nantes pour me faire mes sous, en fait. Tu vois, tout simplement, pour me faire mes premiers sous. Et de là, je fais une première vidéo qui devient virale sur Facebook. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas tout ça. À l'époque. Facebook, c'était une dinguerie, en fait. Et ça devient monstrueux sur Facebook. Et là, il y a un producteur sur Paris qui s'appelle Samba Kanté qui m'appelle et qui me dit « Écoute, j'organise le Samba Show, viens faire un truc. » Et là, je dis « Ok. » J'avais jamais écrit de sketch de ma vie, de machin, j'y vais. Et ça se passe bien. Je fais rire des gens que je ne connais pas. Ah ouais, putain, t'y vas en mode... tu vas faire un spectacle, quoi. Exactement. Et t'as vraiment, pas peur? À aucun moment, je me dis « Si ça marche, j'en fais mon métier. Ouais. » J'y vais vraiment en mode challenge. Ouais. J'ai toujours eu besoin de me challenger dans ma vie. Ok. Donc j'y vais en mode challenge, ça marche, ça fonctionne. Et puis j'y retourne 2-3 fois au Samba Show. Et là, il y a l'émission Demande qu'à en rire. Et je me dis, encore, allez, nouveau challenge. Je vais le faire. Je veux faire cette émission. Putain. Et je te jure que c'est vrai. Encore là, je ne sais pas que ça va devenir mon métier, j'en ai pas envie. Ça devient mon métier qu'à partir du moment où on me paye. Donc sur On Demande qu'à en rire, on me paye. Je fais des sketchs, on me paye. Et on me dit, mais tu sais qu'il faut que tu écrives un spectacle parce que là, les gens commencent à être beaucoup à te demander, quoi. Je dis, ah ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, ça devient mon métier. Mais si j'avais jamais fait On Demande qu'à en rire, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais autre chose. Hein. Comment on gère la pression de devoir être drôle? J'ai pas le sentiment de devoir être drôle. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Même sur scène? Ouais, non.
Parce que je l'ai décidé. Moi, quand je suis sur scène, c'est vraiment un moment où je suis avec le public et plus rien ne compte. J'éteins tout, quoi. Que j'ai des problèmes ou que j'ai pas de problème, que le public a des problèmes. On éteint tout, on est dans une bulle et on se marre. Donc, j'ai jamais eu le sentiment de faire rire parce qu'on me l'imposait. Ah ouais, non, c'est... T'es là parce que t'as envie, en fait. Ah, j'ai envie. Par exemple, j'ai arrêté pendant 5 ans là, de monter sur scène. C'est vrai. J'ai fait ce choix-là. Je remonte que maintenant et c'est un vrai kiff, un vrai plaisir en plus. De retrouver la scène après, parce que ça m'avait manqué. Ouais. Mais non, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Comment tu navigues ensuite? Parce que j'entends que ton début de carrière, ça a été beaucoup d'opportunités et de carpe diem. Et à partir d'un moment, il faut commencer à établir presque une stratégie, une réflexion en tout cas. Tu le dis là, par exemple, le choix d'arrêter les spectacles pendant 5 ans et de revenir avec Origami. Quand est-ce que tu commences à réfléchir à cette stratégie? Ça vient assez tôt et ça vient tout naturellement en fait. Quand je commence à faire On ne demande qu'à en rire, je rencontre un premier agent de cinéma qui va me faire mes premiers castings. Et puis après, j'ai mon premier spectacle. En fait, les choses, ça n'a pas été facile, parce que je me suis pris la tête avec Samba Kanté, on s'est quittés, etc. Et tout, donc ça a été compliqué. J'ai eu un début de carrière assez fulgurant et en même temps assez compliqué. Donc j'ai tout de suite été dans des problèmes. Donc je me suis dit, ok, waouh, c'est ça aussi Donc c'était très compliqué. Les contrats, les machins, les pros. Ah ouais, c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. Vraiment, je me suis dit, parce qu'aujourd'hui je suis producteur aussi, et je me suis juré de ne jamais faire subir ça à un artiste que je produis. Ou une artiste que je produis. Pourquoi tu as souhaité devenir producteur? Parce que j'ai envie de transmettre. Ouais, j'ai envie de transmettre et j'ai envie de... soulever la prochaine génération. Vas-y, viens, je te montre, parce que je vieillis en fait. Hein. Là, je me rends compte que maintenant, je rencontre des personnes. Ils me vous voient. Ils me vous voient. Il y a des personnes que je rencontre, ils me vous voient. Vous. J'ai 34 ans. Mais j'ai 10, 15, 20 ans de plus que... Ah ouais, vous voyez moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'ai découvert là que j'avais un cheveu blanc. Ah ouais? 3. Tu veux nous les montrer? Tu les caches sous la casquette? Non, tu les verras pas. J'en ai un là, normalement, qui se balade, et un autre là. Ça me fait pas peur, hein? Ouais. Mais je vieillis. Donc je me dis, c'est le moment où il faut transmettre, quoi. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans ta carrière jusqu'ici? Ah, le moment le plus difficile, c'est quoi? Quand je perds mon papa, je crois. Ouais, ça c'est vraiment, ça a été le vrai, Là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en plus, j'ai fait le déni, c'est-à-dire que j'étais dans un espèce de tumulte, dans une tornade de taf. Je sortais le film L'Ascension, j'étais en même temps sur scène. Vraiment, j'arrêtais pas, quoi. Enfin, j'avais sorti L'Ascension, donc j'étais déjà sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, je faisais d'autres films et tout. Donc c'était un peu compliqué. Et en fait, on m'avait... donc 6-8 mois avant son départ, donc la cancérologue nous appelle et nous dit, bon, je vous le dis, hein, ça va être compliqué, tout ça. Je dis, madame, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que oui ou non il va guérir, combien de temps, machin et tout. Elle m'a dit, il guérira pas, parce que c'est métastasé, c'était un cancer des poumons. J'ai dit, ok, combien de temps? Et là, pour la petite anecdote, j'étais dans les couloirs de France 2 quand j'apprends ça. Et j'étais en promo pour la sortie d'un film. Et je dis, ok, combien de temps? Il me dit, 6 mois. Je dis, waouh, ok. Et là, tout de suite après, je ne sais plus quelle était l'interview, mais je devais... Oh là là. Et donc, tout de suite, en fait, quand elle me dit ça, je fais un espèce de déni où je n'accepte pas le truc. Paradoxalement, je prends le temps de lui dire au revoir. C'est-à-dire qu'il est rentré à l'hôpital, et je prends le temps, en fait, j'essaye de... C'est bizarre, hein, ce que je vais dire. J'ai essayé de m'éloigner de mon père. Bah, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé de m'éloigner de lui pour pas qu'il me manque. Te protéger de la douleur. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hein. Et donc, il rentre à l'hôpital, tout ça et tout. Donc, ça prend 7-8 mois. Et il part. Et j'ai même pas pleuré. C'est le jour de son décès. Donc, ma mère m'appelle. J'étais en tournage sur un film. Elle me dit, écoute... donc, elle m'appelle le soir. Elle me dit, s'il te plaît, rentre demain matin parce que papa, il va partir là. Donc, je rentre. Et je le vois sur le lit d'hôpital. Et effectivement, je vois dans son regard qu'il a peur de partir. Qu'il sait que ça va... Là, c'est imminent. Mais tu vois dans son regard qu'il n'a pas envie que ça arrive, quoi. Et il nous dit au revoir avec les yeux parce qu'il ne parlait plus.
J'avais trop mal. Et il nous dit au revoir avec les yeux. Et c'est ouf, quoi. Et je ne pleure pas. C'est-à-dire, je vois mon père agonisant, mais en paix en même temps, mais mais je ne pleure pas. C'est ouf. Donc la nuit passe, il arrive à tenir la nuit, et le matin, vers fin de matinée, je crois, midi, il a rendu son dernier souffle. Donc j'y vais avec ma mère, je retourne à l'hôpital avec ma mère, tout ça. Et pareil, je pleure pas. Je le regarde, hein, il est plus là, je pleure pas. Je touche, c'est encore un peu chaud. Mais j'arrive pas à ressentir d'émotion. Je fais même pire que ça. Je fais une vanne à l'infirmière. Parce que quand il y a un décès, pour pas que la bouche s'ouvre, donc on attache, tu sais, on fait un bandage souvent autour de la tête, on attache les pieds, tu vois, pour pas que... Bref. Et je fais une vanne, en plus pas ma meilleure, elle est nulle. Je dis, vous voyez, mon père, on dirait un Kinder Surprise, là, c'est ouf. Et elle se marre, et elle me regarde comme ça, elle fait, what? Genre, tu fais vraiment une vanne maintenant? Mais encore une fois, c'était une échappatoire, c'est que j'avais pas envie de montrer quoi que ce soit. Et je fais un déni pendant... parce qu'après, j'étais sur scène. Pendant, plusieurs mois. Hein. Pendant plusieurs mois, parce que... et le pire, c'est que je rends hommage à mon père dans mon spectacle différent. Je lui dis au revoir. C'était un spectacle sur les frontières, machin, etc. Et tout. Et donc là, c'était la frontière entre la vie et la mort. Et je fais un sketch où je rends hommage à mon père, mais je ne visualise même pas qu'il est plus là, quoi. Et je fais une émission qui s'appelle La chanson secrète avec Nikos Aliagas. Et là, waouh, je prends une claque. Parce que j'étais à 10 000 lieues de savoir ce qui allait m'arriver. En fait, La chanson secrète, c'est un artiste que t'aimes bien ou avec qui t'es pote et qui vient te chanter une chanson qui te parle ou qui te touche. Et ils avaient choisi une chanson de Compay Segundo, un des artistes préférés de mon père. Et c'est Joyce Jonathan qui est venu la chanter. Mais je ne savais pas à quelle sauce j'allais manger. Et donc, elle chante ça. Et en fait, t'es dans un fauteuil comme ça, blanc, t'attends et t'as un écran. Et donc, ok, ils te mettent un peu dans l'ambiance, tu vois, ils te font attendre. Et là, je vois une photo de mon père. Et en fait, je craque. En direct Là, je craque. Putain, de le voir, je me dis, purée, il est plus là. Ouais. Et avec sa chanson et tout. Et si tu revois des images de cette émission, je suis détruit. Mais en larmes, en sanglots et tout. Ça, c'est horrible. Et là, je commence à capter que j'ai un problème, en fait. Parce que ça a ouvert un truc, parce que je continuais à être en tournée, et je me retrouvais des fois dans des chambres d'hôtel, tout seul, à pleurer, mais comme un bébé, quoi. Mais tu sais, c'est pas genre... tu sais, quand on tape ou t'as mal, c'est encore plus intense que ça, c'est encore plus fort que ça. Parce que genre, t'es vraiment dans ton canapé, il n'y a pas de bruit. Et en plus, moi, le paradoxe, il était violent, parce que je voyais 1200, 2000, 2500 personnes m'applaudir, rigoler, passer un bon moment. Et je rentrais, plus de bruit, quoi. Donc, déjà, il faut que l'adrénaline, elle redescende, etc. Et après, ça vient d'un coup. Mais ça vient comme une décharge, en fait. Pah! Et tu te mets à pleurer. Je dis, purée, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, non, 2000, je crois, ouais, j'ai vu ma psy pour la première fois après le confinement, après le premier confinement, là. 2020, 2021, ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Et ça m'a fait du bien. Et La chanson secrète, l'émission, c'était en quelle année? C'était 2019. Ok. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, donc ton déni a duré un certain temps quand même. Ah ouais, non, de ouf, ouais. Vraiment. Je n'ai pas versé une larme pendant plusieurs mois. Je pensais à lui, je priais pour lui, etc. Ouais, et tout, mais je me réconfortais en me disant, ouais, là, au moins, il souffre plus, tout ça. Là, tu vois, je peux parler de mon papa sans avoir les larmes aux yeux, tout ça et tout. Ça m'arrive des fois de repenser à une chanson, une odeur, ça va me... Ah, tiens, je vais... Mais je suis cool. Mais à un moment, ça fait la paix. Ah ouais, exactement. Mais je me souviendrai toujours, par exemple, j'en parle dans mon spectacle, je parle de santé mentale. Dans Origami? Ouais. Ah, trop bien, on va parler de santé mentale. Moi, mon livre sort... putain, je fais ma C'est promo, vrai mais c'était pas le but. Ah, je veux le lire. Ouais, jusqu'ici, tout va bien, riez mal. Et depuis, ça me tient vachement à cœur d'en parler, de libérer la parole, tu vois. Parce que c'est tellement tabou. Mais c'est hyper tabou. Et je disais ça parce que j'en parle dans le spectacle parce qu'on le néglige trop en France. Trop de ouf, vraiment. Même s'il y a des petites choses qui sont mises en place, notamment là, ils remboursent certaines séances de psychologie. Oui. Ils ont augmenté, ils sont passés à 12, je crois, ou ça va passer à 12. Mais ça devrait être tout le temps, en fait. Ouais. Faut inciter les gens à parler. Parce qu'en plus de la santé mentale découle la santé physique, la plupart du temps.
C'est très lié. Et c'est... moi, je me souviendrai toujours de ma première séance de psy. Je m'assois dans le canapé, là, comme ça. Bonjour, bonjour. Bah, je t'écoute. J'ai pas dit un mot, je fondu en larmes. Mais pas un, je te jure. J'ai pas parlé, j'ai pas ouvert la bouche. Et j'ai... Boah! Je dis, mais c'est une dinguerie, quoi. Et elle m'a fait du bien. Candice, elle est extraordinaire. Elle m'a réparé. Et je sais qu'elle est là. Là, par exemple, ça fait hyper longtemps que je suis pas allé la voir. Mais je sais qu'elle est là. Et de savoir qu'elle est là, des fois, je lui envoie des WhatsApp. En plus, elle est jeune, donc c'est-à-dire, tu vois, on se tutoie, machin. C'est pas le psychologue qui va te donner des préceptes. Alors, tu sais, selon Freud, ce que tu vis là... c'est le pénis. Non. C'est souvent ça. Voilà, tu vois, c'est relou. C'est relou. Elle, voilà, on a ce truc-là. Elle est plus jeune que moi, hein, même. Hein. Ah ouais. Elle est plus jeune que moi. Je fais partie de ses premiers patients. Si je dis pas de bêtises. T'es bien tombé. Elle vient d'ouvrir son cabinet là et tout. Et je suis hyper content, je suis hyper fier d'elle. Tu vois, je suis un peu son producteur. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai lancé. Mais ouais, non, je fais partie de ses premiers patients. Et la rencontre, même comment je l'ai rencontrée et tout ça et tout, elle est ouf, elle est folle. J'étais en déjeuner professionnel avec un ami à moi. Et elle déjeunait avec sa mère à la table à côté. Donc sa mère me reconnaît, elle parle avec moi et tout. Elle me dit, mais vous savez que ma fille, voilà. Si un jour vous avez besoin d'une psychologue, et là déjà, je te jure, j'ai fait un truc. Mais j'ai quand même pris le contact. Ok. Et un jour, j'ai dit, il faut que j'aille consulter, quoi. C'est pas possible. Il faut que j'aille consulter. Ouais. Et je me suis dit, oh, putain, j'ai le numéro d'une psychologue. Et j'ai contacté, je suis allé un peu à reculons. Mais c'est le meilleur moment de ma life. Énorme. Sur plein de choses. Elle m'a donné des tips sur plein de choses, quoi. Juste m'écouter. Je vais parler. Hein. Je suis très bavard. Tant mieux. Elle m'a écouté. Elle m'a écouté. J'ai parlé. Et ça, et ci, et ça, et ci, et ça. Est-ce que tu penses que... Oh, mais oui. Et c'est là où j'ai fait la paix avec le décès de mon père. C'est que j'ai identifié que je lui avais pas dit je t'aime à mon père, qu'on se le disait pas et qu'il me manquait. Et je me souviens d'une séance où je vais la voir et je dis ouais, en fait, je crois que mon père, il me manque. Et pareil, je fonds là. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai identifié le truc. C'est ouais, faut que j'accepte que, bah voilà, je pourrais plus lui dire je t'aime, ou en tout cas, il l'entendra de là-haut. Mais je suis en paix avec ça. C'est pas grave. Est-ce que du coup, tu dis plus je t'aime maintenant aux gens que t'aimes ? Ah, de dingue. Ah ouais, c'est hyper important. C'est essentiel. Vraiment, c'est essentiel. Mais pour tout, hein, dans le travail, même sans le dire. Tu vois, là, d'une certaine manière, je t'aime là. Tu sais, on conceptualise le je t'aime, c'est non, mais c'est de l'amour. Hein, tu vois. Là, j'aime être là. J'aime ce moment. J'aime la discussion. J'aime tes questions. J'aime ta personnalité. Tu vois, je veux dire, de le montrer. Tu vois, d'être content d'être là. Mais sur des choses même toutes petites. Hein. Tu vois, tu manges un bon plat. Tu dis au serveur, putain, c'est bon le plat là. Merci. On se rend pas compte à quel point des petites choses, des fois des petites phrases, des petits mots, des petites attentions, ça fait du bien à l'âme, quoi. On se fait plus de bien entre les gens. On est tous un peu dans notre... T'arrives à lire là-bas ? Nourris ton âme, pas ton... Bah, ouais. C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai ? Ouais. Bah, c'est exactement ça. Parce qu'on est dans une société où on nourrit plus son ego que son âme. Exactement. Mais inconsciemment, hein. C'est parce que ce qui dicte notre vie, c'est des mesures... de la performance. La beauté, la performance, la compète, le machin. Exactement. Les followers, les likes, les machins, tu vois. Moi, par exemple, sur Instagram, là, maintenant, j'enlève les likes. On s'en fout. Ouais. T'as réussi à contrôler ton ego avec ça a été dur, hein. Ça a été très dur, hein, ça pareil, j'en ai parlé avec ma psy et tout, parce que ça a été très dur. Hein. Ça ravage, en fait. Parce que, en vrai, je sais que j'ai toujours eu un besoin d'être aimé. J'avais de l'amour, hein, dans ma famille, avec mes parents, ils me le témoignaient, même on se le disait pas, tu vois. On se le disait pas, on n'est jamais partis en vacances ensemble, donc j'avais pas des réunions, tu vois. La famille, c'était que à la maison, donc j'avais besoin de plus. Moi, en plus, surtout quand tu te construis, quand t'es ado, c'est là où t'as encore plus besoin d'amour, quoi. Ouais. T'as encore plus besoin d'être drivé, d'avoir des gens, des figures, des modèles qui te disent, on est là pour toi. T'as besoin, on est là pour toi. T'inquiète pas, ne fais pas de conneries. Je suis là. T'as besoin de parler, t'as besoin de trucs. Donc, je pense que j'ai développé ce besoin d'amour pour ça. Donc, quand ça a commencé pour moi, quand ma carrière a démarré et que les gens me témoignaient de leur amour, t'es beau, on t'aime, tu fais rire, t'es drôle, t'es super, t'es génial, comme ça toute la journée. C'est ce que je dis dans le spectacle. Ça m'a chamboulé.
Ça m'a chamboulé, je comprenais plus mes émotions. Parce que j'avais des ups et des downs de fou furieux, quoi. Surtout la période où bah, voilà, j'ai perdu mon papa, etc. Et tout. Et j'étais ultra connu, je sortais de plus d'1 million d'entrées au cinéma, mes spectacles cartonnaient, j'ai toujours joué à guichet fermé, etc. Donc le paradoxe, il est ouf. Ouais. Et tu comprends pas ça. Ouais. Parce que, ok, vous dites que vous m'aimez, mais quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, vous n'êtes pas là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne. Je suis tout seul. C'est une dinguerie, quoi. Et donc c'est compliqué à gérer. C'est vrai que l'ego... En fait, ce qu'il y a de dangereux avec l'ego, c'est quand tu crois et que tu te persuades que c'est toi qui fais les choses. Tu vois ce que je veux dire? On a tout le talent du monde. Tu vois, tu as un super podcast, mais s'il n'y a pas d'auditeur, tu n'as pas de podcast. Tu vois ce que je veux dire? On se construit avec les gens. Quoi. Ouais, mais ce qui est dangereux aussi avec cette réalisation, c'est du coup la dépendance qu'on peut avoir avec l'audience et vouloir faire les choses pour l'audience et pas parce que toi, fondamentalement, tu as envie de le faire et que c'est pour ça qu'ils t'ont aimé à la base, tu vois. Exactement. Donc moi, j'essaye au contraire de me dire, alors évidemment, je suis reconnaissante, abonnez-vous, mais je fais avant tout ce que je kiffe faire mais c'est comme sans ça me poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent voir, parce que sinon, tu deviens, tu t'es prise au piège. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, par exemple, là, le spectacle, c'est le plus abouti que je fais. Là. Origami, c'est le plus abouti. C'est le spectacle dans lequel je suis plus libre parce que je me pose aucune question. Tout ce que je fais sur scène, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le dire. Il y a des moments où on rit pas pendant 2 minutes. Je m'en fous. Je sais que je suis drôle. Et je vais vous faire rire et vous allez rire dans le spectacle et vous avez ri déjà. J'ai envie d'être cool, j'ai envie d'être libre. Il y a des périodes où, quand je suis pas en promo, je suis resté parfois des 3, 4, 5 mois sans rien mettre sur Instagram. Mais pas pour faire le mec, genre... J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça et tout. Non, parce que... ça y est, je suis en paix avec ça, quoi. Je suis plus dans cette course-là. J'ai envie de faire que des choses dont je suis fier. Ouais. Voilà, je veux être fier de tout ce que je fais. Je veux pas que ça me fasse chier. Tu vois, je choisis mes interviews aujourd'hui. Je choisis mes moments. Je choisis les médias dans lesquels je passe. J'ai cette chance-là de... S'il vous plaît, appelez-moi. J'appelle pas mon attaché presse pour dire tu peux me trouver des interviews là, s'il te plaît. Non, je choisis où je vais. J'ai envie de passer des bons moments. Il y a des médias où je vais pas. Et il y a des gens que j'ai plus envie de rencontrer. Il y a des gens à qui j'ai plus envie de parler. Putain, t'es pas allé sur CNews. Non. Je suis hyper déçu. Ah non. Non, tu vois, ça m'intéresse pas. Et c'est con parce que, tu sais, moi en plus, j'ai vu l'évolution de CNews. Parce que mon père, il regardait iTélé à l'époque. Ouais. Il aimait bien iTélé. Moi aussi, j'aimais bien iTélé. Mais voilà, c'est... On est juste plus sadomaso, quoi. J'ai plus envie de me charger de... Même sur Twitter, hein. 3 petits points. Voir moins de contenu de ce genre de... Ouais, je vois moins. Là, maintenant, je vois que du foot, des vidéos cons aussi, ça, parce que j'aime bien ça, les vidéos cons. Et je vois moins de contenu. Je ne me charge plus de ouais. Et puis, on a un truc, tu sais, on a un rapport à l'image, nous qui sommes de ce côté-là de la caméra. On a envie que les gens nous aiment. Et quand les gens quand on a des haters, on comprend pas. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Ouais. Pourquoi vous m'aimez pas? Je fais des trucs... J'essaie d'être une bonne personne, c'est un peu ce que tu dis. Et donc, du coup, ils te font douter de toi, etc. Ouais. Non. Mais c'est pour ça que, tu vois, j'ai envie d'avoir ce pouvoir-là de transmettre. Parce que je vois, là, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est dur, les pauvres, quoi. Ça t'inquiète? Ah, mais de dingue. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tout pour eux. Tout. Ils vivent un monde... Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'ils en ont plus conscience que nous, à l'époque, on en avait conscience. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui ont cette conscience écologique. Moi, quand j'étais ado ou 20 ans, honnêtement, je m'en foutais. Hein. Ouais. Là, aujourd'hui, ils en ont plus conscience. Mais ils le prennent de plein fouet. Ils en ont plus conscience. Et en même temps, ils sont jeunes. Et tu vois ce que je veux dire? Tout ça est mélangé. Et puis, les réseaux sociaux. Et puis... Enfin, tu vois, aujourd'hui, l'adolescence, aujourd'hui, c'est... Waouh! Ah non, j'ai fait, tu sais, un parcours. J'ai fait, pendant une semaine, je suis allé à la rencontre des collégiens et des lycéens. J'ai fait différents établissements parce que je voulais leur parler de harcèlement, etc. Il n'y a pas un établissement que parce que donc du coup, j'ai partagé avec eux mon expérience. Je leur ai dit que j'avais fait cette tentative de suicide-là. Et donc, du coup, certains se sont libérés. Pas un établissement que j'ai fait. Il n'y avait pas 1 ou 2 élèves qui avaient fait une tentative de suicide. Du harcèlement moral, sexuel, des dingueries. Mais vraiment. Et puis, surtout,
j'avais l'impression qu'ils étaient perdus, quoi, pour la plupart. C'est-à-dire que dans leur tête, si tu as 1 million de followers sur Instagram, bah, tu es millionnaire dans ton compte en banque. Et puis, au-delà de ça, t'es le roi du monde. Exactement. T'as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Mais c'est décorrélé. C'est complètement décorrélé, mais ils associent vraiment la réussite à l'image. C'est pas les rôles modèles. C'est un coup d'épée dans l'eau, ce que j'ai fait. Peut-être que ça a servi, et j'espère. Tu vois, par exemple, il y a une fille qui a dit ce qui était en train de lui arriver au CPE, et donc du coup, les CPE nous ont dit, merci Ahmed, parce que elle est venue nous parler. Ouais. On savait pas. Ouais. Mais je me dis, c'est pas assez. Et j'ai envie d'avoir le temps de pouvoir tu le fais faire quelque chose. Tu le fais d'une certaine manière avec ton spectacle. Là. Si ouais. tu parles de santé mentale, pourquoi t'as voulu parler de santé mentale? Parce que c'est hyper important, parce que c'est je pense, la première... je vais dire que c'est un organe, la santé mentale. Ouais. C'est le premier organe dont on doit prendre soin. Ouais, c'est celui à qui on doit donner le plus d'attention. Quand est-ce que tu as commencé à en prendre soin? Tardivement. Hein. Quand tu as commencé à voir ta psy? Ouais, tardivement. Aujourd'hui, par exemple, je sais, je peux identifier ce qui m'énerve, faire abstraction. Tu vois, aujourd'hui, moi, les haters, vous pouvez m'insulter, c'est pas grave. Ouf, c'est pas grave. Vraiment. Je viens de faire un petit bruit de chien, là, non? Je sais pas, c'était intéressant. J'ai fait un petit waf-waf. Tu te diversifies. Non, vraiment, tu vois, aujourd'hui, c'est pas grave. Avant, ça me touchait énormément. Ça me faisait énormément de mal parce que de ce besoin d'amour, je l'avais pas avec les haters. Ça m'a envoyé un truc que j'aimais pas. Mais aujourd'hui, ça va. Tu vois? Je suis en paix avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, la santé mentale. Et même chez les enfants. Tu vois, par exemple, l'hécatombe qu'il y a eu pendant le confinement, chez les jeunes, ça a été grave, quoi. Ça a été très, très grave. Il y a eu une recrudescence de tentatives de suicide chez les jeunes pendant le confinement. On ne se rend pas compte à quel point ça a été compliqué chez certaines familles. Peu importe le milieu social, en plus. Ouais. L'isolement, c'est la plus grande des menaces. Tu te retrouves avec toi-même, tu te rends compte de ce que tu vis, etc. Ouais, non, c'est hyper important. J'ai envie de bosser là-dessus. Y a ça, les femmes aussi. Mais du coup, en fait, je fais un lien avec les deux. J'ai envie d'ouvrir une fondation qui va s'occuper des femmes et des enfants. Et quand je dis des enfants, par extension, de l'adolescence, tout ça. Parce que pour moi, c'est essentiel, là. Ça fait un peu, je mets la femme au-dessus de tout, mais pour moi, la femme sont à la base de tout. Vraiment. Tu vois ou pas? Ils sont vraiment à la base de tout. Vous donnez la vie. Vous avez en vous ce qu'il y a de plus extraordinaire. Non, et puis au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, mais en tout cas, elles sont aujourd'hui plus victimes de discrimination, de sexisme et de violence. Donc, en effet, elles ont besoin de cette aide-là, et je te remercie de le faire, quoi. Enfin, mais de dingue. De t'engager, on a besoin de ça. C'est hyper important. Pour moi, en tout cas, c'est hyper important, parce que je vois trop de trucs. J'ai rencontré trop de femmes victimes qui m'ont raconté leur parcours, et je me dis, mais non, c'est pas possible. Et puis ce que je vois sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas possible. Les gars, on fait rien, là. Alors, il y a des associations, comme Nous Toutes, comme machin, qui... La Fondation des femmes, j'ai reçu la présidente de la Fondation des femmes sur ce podcast. Je le mettrai dans les notes. La Fondation des femmes, qui font un travail extraordinaire. Ouais. Mais il faut que plus de personnes prennent ce travail, ce problème à bras-le-corps, quoi. Vraiment. Et ouais, non, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Attends, c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? C'était pendant le Ramadan, là, dernier. Ok. Ouais. Pendant une prière, ouais. Pendant une prière où je parle avec Dieu et je pleure. Mais de joie. Donc de joie, quoi. C'est beau. Ouais. Ça me fait du bien. Ce que je demande, tu vois, je demande pardon. C'est beau de demander pardon. Ça aussi, on ne sait pas le faire. C'est vrai. On ne sait pas le faire. Mais demander pardon, donc du coup à Dieu, pour moi, ouais, c'est pendant une prière. Et c'est beau. Pleurer pendant une prière, c'est beau. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ce podcast-là. Ouais, c'est vrai. Quelle exclusivité! C'est là. Est-ce qu'il y a des sujets, avec toutes les interviews que tu fais, que tu as faites, qui sont pas assez abordés à tes yeux, dont tu aimerais qu'on parle? La santé mentale, on en a parlé là. Je trouve que il y a beaucoup de faits divers de violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de faits divers, malheureusement. Mais on n'en parle pas assez, on fait pas grand-chose. J'ai pas l'impression que ça bouge. J'ai vu dernièrement, là, un tweet. Il m'a choqué. Vas-y. Une meuf, donc, qui vit dans un immeuble,
Elle va porter plainte contre son voisin qui lui fait des avances, qui la harcèle un peu. Elle va porter plainte. Sa plainte, elle est classée sans suite par rapport à un timing, alors que le mec, il avait déjà une plainte par rapport à une autre meuf et tout. Je le raconte très mal, mais le truc, quand je le lis, je dis mais ça c'est pas possible. Le gars, il a déjà fait, il y a déjà une plainte contre lui, mais le timing dans lequel elle vient porter plainte, ça va pas. En gros, vice de procédure, le gars, ça va. Il continue. Je me suis une dinguerie quand même. Ouais. Donc j'ai pas l'impression que ça bouge. Mais beaucoup. en fait, ce que tu soulignes est important, c'est que on est de plus en plus à dénoncer ce qui va se passer au niveau micro, c'est-à-dire voilà, telle violence, tel féminicide, et c'est hyper important d'en parler. Mais je pense que c'est hyper important de parler de pourquoi c'est encore là, en fait. C'est systémique. Exactement. Et c'est un peu le travail. J'ai reçu Olivia Gazelle, qui est une philosophe qui a écrit un super livre qui s'appelle Le mythe de la virilité. Parce qu'en fait, elle voulait écrire un livre sur les femmes et sur les inégalités. Et en fait, elle s'est rendue compte que la jeunesse de tout ça, c'était pas tant le féminisme, c'était la masculinité toxique. C'est-à-dire que tant qu'on représentera l'homme comme étant le dominant, le patriarche, la violence comme étant presque désirable, et que les hommes le rechercheront, tu vois, parce que ça leur donne une force, une assurance, une image, et bien en fait, on continuera à faire le décompte des féminicides, quoi. On aura beau avoir tout le féminisme du monde, si la masculinité ne change pas, on ne pourra pas faire bouger ces inégalités-là. C'est clair. Et en plus, je pense, hein, c'est ma conviction, qu'on peut tout à fait être masculin, fort, tu vois, sans être toxique, Ouais. tu vois. Mais on peut avoir ce truc-là, tu sais, du patriarche. Moi, j'ai grandi avec ce modèle-là, cette figure-là. Moi, je suis un peu comme ça. Ouais. J'aime bien à ce que, tu sais, voilà, t'as une personne dans la famille sur qui on peut se reposer, s'il en a les épaules, s'il en a envie, si, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On est et que l'autre aussi. Et que l'autre aussi laisse cette place-là. J'aime bien, moi, ce qu'on est, tu sais, des figures, des modèles. Une certaine forme de machisme, mais j'aime bien. Tu sais, d'être macho, tu sais, ce côté-là un peu. Tu sais, ce côté un peu italien, un peu dragueur, un peu. J'aime bien. Mais il faut pas que ça tombe dans le fuck les femmes et vous êtes en dessous de nous, vous êtes naze. Tu vois, ouais. C'est ça. Ce qui me fait peur, moi, dans l'ultra-féminisme, tu vois, c'est le côté où il faut plus tenir une porte à une femme. Parce qu'elle peut le faire. Mais en fait, moi, je me demande pourquoi on parle toujours de ça quand on est exemple, juste là. Non, mais je sais, mais tu vois, c'est pas toi personnellement, mais c'est que dès qu'on parle des inégalités et du sexisme présent, il y a un peu beaucoup d'hommes qui se sentent obligés de dire qu'ils sont un peu féministes. Mais attention, on n'est pas non plus pour le 0,5% des femmes qui vont t'engueuler parce que tu leur as tenu la porte. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un biais en soi. T'es féministe, je pense qu'il faut savoir le dire, tu vois. Mais tu sais ce que je dis sur scène ? Je dis que j'ai épousé ma femme intérieure. Okay. Je dis que moi j'assume ma part de féminité. Okay. C'est pour ça que je pense que j'ai un contact avec les femmes où j'ai envie de les aider, où j'ai pas envie de les... J'ai envie de les porter, quoi, tu vois, vraiment. Et surtout la relation que j'ai avec ma mère. Et vraiment, moi je te dis, quand je dis que les femmes, pour moi, sont à la base de tout, je le pense vraiment. C'est-à-dire que quand tu vois... La plupart, en tout cas, les grandes figures qu'on aime bien, souvent, il y a une femme derrière qui est forte. Pour moi, les femmes sont plus fortes que les hommes. Hein. Moi, je rentrerai pas dans je rentrerai pas dans ce débat parce que je pense que c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais quand t'as compris ça, quand t'as accepté ça, t'es en paix avec ça, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'être en concurrence avec une femme. Il y a des hommes qui ont peur de ça. Oui, totalement. Qui ont peur de la concurrence avec des femmes, qui vont pas leur laisser de... Moi, j'aime à ce qu'une femme, tu vois, elle soit, c'est normal, en fait, qu'elle prenne des décisions, tu vois ce que je veux dire ? Si tu croyais à l'amitié homme-femme, et comment tu l'as gérée dans ta vie ? J'y crois énormément à l'amitié homme-femme. J'y crois énormément, par exemple, Alice Belaïdi, c'est une vraie pote. Et tu vois, c'est hyper sain. Tu vois, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Il n'y a jamais eu d'envie ou de tentative tu sais, d'aller plus loin que ça, de séduction. Il n'y a jamais eu ce jeu de séduction. C'est une vraie amie. Mon agent, Pauline, c'est une vraie amie. Mon attaché presse, c'est une vraie amie. C'est des gens sur qui je peux compter. Camilou, c'est une pote, tu vois. J'ai tourné avec elle, c'est devenu une pote. On s'est chamaillé en plus. Tu vois, on s'est un peu pris la tête. Et j'aime bien m'être pris la tête avec les personnes qui deviennent mes amis, parce que tu les connais un peu quand ils sont en colère, quand ils sont un peu tristes, quand ils sont un peu frustrés, du coup tu sais, t'as la full picture, voilà, t'as la full picture, tu vois. Et donc j'y crois à l'amitié homme-femme, mais pas avec n'importe qui.
En fait, moi, je suis très... j'ai pas beaucoup d'amis, déjà, de base. Et pour moi, c'est un vrai mot, l'amitié, c'est quelque chose d'hyper... je trouve qu'on a trop sali le mot, l'amitié. Sali. Ouais, un peu, on l'a un peu sali. Parce qu'on l'a trop employé sans vraiment... Ok, on l'a galvaudé, quoi. Et je parle même pour moi, tu sais, c'est comme l'expression « ouais, frérot ». Ouais, c'est vrai. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un « mon frère » ou « ma sœur », c'est fort quand même. Ouais, ça veut dire quelque chose. Ouais, ça veut dire quelque chose. Et donc je trouve on a dit ouais, mon pote, machin et tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai un cercle très, très, très fermé. Parce que j'ai compris que je pouvais être très déçu en amitié et que ça me fait mal et que j'ai pas envie de vivre ça. En fait. Tu laisses rentrer quand même depuis que t'es pas juste Ahmed, mais que t'es Ahmed Silla. Bof. Bof, ouais. Moi, je trouve ça triste. Que ce soit une réalité, quoi. Qu'aujourd'hui, ça devienne difficile de savoir pourquoi les gens t'aiment bien. En fait, je m'attache tellement vite aux gens, je te promets. Ouais. Je m'attache très, 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 très vite aux gens. Vraiment. Parce que j'ai ce truc-là où je pense que je mourrai avec, hein, où j'ai ce besoin d'amour constant. J'ai besoin qu'on m'aime tout le temps. Donc, je m'attache très, très vite aux gens. Quand ils m'intéressent, quand j'ai ce rapport-là où, tu vois. Ouais. Je suis pareil, je suis naïve après. Ouais. Tu vois, c'est ça, mais ça peut aller trop loin, quoi. Tu peux être déçu et tout, et donc du coup, je préfère me prémunir de ça, plus que d'en être déçu. Ouais. Mais je fais des belles rencontres. Ouais. Je fais des très très belles rencontres. Tu vois, je vais parler avec quelqu'un, et puis on va se parler très régulièrement pendant 2-3 mois, et puis après plus. Mais c'est vrai que c'est difficile Enfin, je sais pas si ça doit se réfléchir en fait. Si parfois, moi, je rencontre des gens et je me dis, putain, cette personne, je veux qu'elle fasse partie de ma vie. Genre, ah ouais? Bah ouais. C'est-à-dire que je trouve que parfois... Fort, ça. Ben ouais. Mais déjà, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens grâce au podcast. Et au-delà, et je trouve qu'il y a bien s'entendre avec des gens, et il y a se dire, mais en fait, cette personne, elle m'a tellement enrichi, on a tellement connecté. Bon, généralement, je me dis, j'ai envie de la revoir. Donc je la revois, et si après 2-3 fois je me dis mais en fait cette personne elle est juste extraordinaire, j'ai qu'à faire partie de ma vie, moi je me dis consciemment je vais faire en sorte d'entretenir le lien, parce que je trouve qu'on perd ça aujourd'hui en fait, parce que justement c'est tellement facile de se dire juste bah on se follow sur Insta maintenant, voilà vas-y, on se commande de temps en temps, mais on se like, mais est-ce qu'on s'aime vraiment, mais quoi. est-ce que ouais tu passes, et c'est pour ça que moi tu vois je refuse en fait les interviews de moins d'1 heure, c'est-à-dire que les junkets je dis non à chaque fois même si c'est des grosses stars, parce qu'en fait je veux créer du lien. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Et j'associe un peu les junkets aux commentaires sur Insta. Toi, tu y crois à l'amitié homme-femme ? Moi, j'y crois. J'y crois totalement parce que ça m'est aussi énormément arrivé. Mais en tant que femme, et c'était le sujet de mon premier livre qui s'appelle Miroir, miroir, dis-moi ce que je veux vraiment, on est élevé avec le devoir de plaire qui est hyper inconscient et ancré en nous. Et donc, en fait, même moi qui ai vachement déconstruit ça, je me retrouve face à un mec qui me plaît, on s'entend bien, forcément. À un moment, ça déconnecte. Tu un moment, t'es là, est-ce qu'il y a moyen C'est pour ça que moi, je me prémunis de ça. Mais vraiment, c'est même pas par peur ou par... C'est parce que je me dis, je connais mon cœur. Ouais. Je veux pas qu'à un moment donné, ça truc. Parce qu'en plus, des fois, ça peut arriver qu'à toi. Hein. Bah bien sûr, ça peut être dans un sens. Que dans un sens. Ouais. Et t'es là, tu te dis... tu vois, oui, mais ça, moi, j'essaie de travailler dessus. Et je pense que c'est autant homme que femme d'accepter le rejet. Enfin, tu vois, d'être rejeté. D'être rejeté. Okay. C'est-à-dire que en fait, pendant longtemps, si un mec me plaisait, j'étais un peu là à parler chinois, à essayer de faire en sorte que ce soit lui qui fasse le premier pas, lui faire comprendre par tous les moyens hyper subtils que il me plaisait. Ça, c'est un truc de meuf. Et je pense qu'il faut mais parce qu'on a peur du rejet, parce que le rejet nous remet en question nous, tu vois. Et donc maintenant, petit à petit, je fais pas de dinguerie, faut pas non plus, voilà, je vais pas mentir. Tu fais le premier pas? Je lance des perches. Mais non. Ouais, je lance des perches. J'arrive maintenant à me dire, on va boire un verre. Mais ouais, parce qu'en fait... c'est fort, ça. Pourquoi ? En fait, la vie est trop courte, tu vois. Ouais, mais tu vois, je t'ai dit, hein, moi, j'y crois beaucoup à l'amitié homme-femme, mais pas avec... C'est pour ça que j'ai dit pas avec tout le monde. Oh, mais comment tu sais, du coup ? Tu le ressens. Ouais. Moi, je le ressens. Je suis quelqu'un de très empathique, donc je le ressens. Je sais que quand je commence à parler avec quelqu'un, vraiment, et c'est pas... je suis pas un magicien ou quoi qu'est-ce, mais quand je commence une conversation avec quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un, femme, hein, ouais. Je sais déjà comment ça peut évoluer, quoi. D'accord. Tu vois, pas comment ça peut évoluer, mais je parle pour moi. Ouais. Je sais comment, dans mon esprit, ça peut être chelou. Ouais. Donc, ouais, non. Donc, tu mets les bases, quoi. Je mets les bases ou t'as tes règles.
je refuse l'amitié. C'est important pour mon équilibre, quoi. Ouais, c'est vrai. Sinon, tu t'éparpilles. Non, mais c'est très important d'accepter les amitiés, mais de savoir aussi y les refuser et y mettre un terme. T'as déjà mis un terme à une amitié? Ouais, sans le dire. Une belle amitié? Femme, hein? Non, pas forcément. Ah, pas forcément? Non. Ah oui! Là, j'élargis. Ah oui! Mais attends, c'est super dur, je trouve. Ah oui! Non, c'est pas super dur, faut le faire. Mais il faut le faire, mais c'est dur. Repose-moi la question. Est-ce que t'as déjà mis un terme à une amitié? Oui! Ah oui, faut le faire. Ah non, vraiment ça. Comment tu sais qu'il est temps de mettre un terme à une amitié? Quand on te fait culpabiliser dans une relation, c'est qu'il y a un problème. Alors que t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça, je l'ai beaucoup vécu parce que j'ai commencé à percer, etc. Et tout. On m'a dit, t'as changé. Donc, du coup, tu commences à culpabiliser et t'essayes de tout faire pour que dans le regard de l'autre, non, mais j'ai pas changé, les gars. Non, j'ai accepté. Ouais, je change. Oui, j'évolue, mais je suis la même personne. Je suis la même personne. Et donc, si les gens, ils captent pas ça ou ils veulent pas accepter ça, waouh! Il y a des personnes, je les ai rayées de ma life. Hein. Respect et tout, je te croise, bonjour. Ouais. J'espère que tu vas bien, la famille ça va, mais t'es plus dans ma... C'est pour ça que l'amitié pour moi c'est le truc. Je peux te dire bonjour, mais hop. Quand est-ce que tu considères que quelqu'un est vraiment devenu ton ami? C'est quoi la différence que tu fais entre pote, frérot, ami? Un ami, c'est quelqu'un, tu vois, je peux t'appeler comme ça, sans intérêt. Ouais. Et on va juste boire un verre, viens, on parle de tout et de rien. Okay. Mais j'ai pas envie de te demander un truc, t'as pas envie de me demander un truc. Y a pas et on a envie de se voir, il n'y a pas d'intérêt. Frère, c'est demain, je dois cacher un cadavre, je t'appelle, tu me poses même pas de questions, tu viens, frère. Ah, donc c'est au-dessus? Ah, c'est au-dessus. Ah ouais? Ouais, frère, j'ai des frères. Waouh. J'ai des personnes, demain, si tu me demandes pas de questions. Vraiment, je te pose pas de questions, tu viens. Et je vais aller plus loin. Je peux tout arrêter pour mon frère, demain. Pour un vrai frère. Je peux me remettre en question ma carrière. Waouh. Ouais. Parce que c'est des personnes qui feraient la même chose pour moi. Ouais. Il y a des gens qui peuvent mourir pour moi et inversement. Vraiment. Ça, ouais. C'est important d'avoir ça aussi. Ça me sécurise. T'as un meilleur ami qui est mort. Ouais. Ça m'a vachement touché quand on a parlé. Ouais, bah tu vois, ouais, lui, ouais. Ouais, Togo. C'est injuste, frustrant. C'est dur. Dur, douloureux. Est-ce que tu as fait un déni de ce deuil-là aussi? Non, parce que là, je l'ai tout de suite vu. Je l'ai tout de suite intégré. Puis en plus, après, il y a eu des marches blanches. Il y a eu tout un combat judiciaire. Il y a eu... Ouais, non, là, je l'ai tout de suite intégré. Je l'ai vu par terre. Hein. Criblé de balles par terre. À quel âge? Il avait 21 ans, j'en avais 18. On avait 3 ans de différence, c'est un 87, ouais. Et ouais, donc il était un peu plus âgé que moi, mais c'était mon ami, c'était mon grand frère, c'était mon... Tu vois, je sais pas, moi, ça me met les larmes aux yeux, rien que d'y repenser. Je sais pas, ouais. j'ai eu cet âge-là il y a pas très longtemps et tout, je trouve ça tellement horrible de se dire que cette personne n'est plus là. Enfin, ouais. Qu'elle aurait pu avoir une vie, qu'elle pourrait être là avec nous. Il était tellement gentil, c'était un vrai soleil. Il avait les yeux en amande comme ça, on l'appelait le chinois. Il était beau, il était fort en plus, tu vois. Toko, c'était une vraie force de la nature. C'est ce qui lui a coûté la vie d'ailleurs, parce qu'il s'est battu avec 2 frères et ils ont pas accepté la défaite, quoi. Donc ça part de là. Ce qui me fait le plus mal, c'est que comme mon père, il n'a pas vu ce que je suis devenu, parce qu'il y croyait beaucoup. Hein. Il y croyait beaucoup, je le faisais beaucoup rire, Toko. C'est le premier à avoir cru en toi? Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est une des premières personnes qui m'a dit: toi, tu vas percer. Hein. T'es fait pour ça, quoi, en gros. Il m'a fait comprendre. Je me souviens. Et c'est fou parce que j'ai ce flash-là où on est dans un couloir d'hôpital, où je le fais rire. Je sais plus ce que c'était les vannes, hein, mais je le fais rire. Il me dit: hey, toi, t'es trop con, tu vas percer. Tu vois? Qu'est-ce que t'aimerais lui dire, là, s'il était là avec nous? Comment ça se passe là-haut? Prépare-moi la place pour que quand j'arrive, ça soit cool, quoi. Non, il manque, hein, mais c'est comme ça, tu vois, pareil. Si j'avais pas vécu ça, est-ce que je serais devenu aujourd'hui ce que je suis? Est-ce que j'aurais eu ce rapport-là à la vie? Ouais. Tu sais, du coup, t'as envie de vivre. J'ai très, très, très envie de vivre, mais j'ai pas peur de mourir. Je sais pas ce que ça traduit. Faudrait que je pose la question à Candice. Ouais, Candice, si tu nous entends. Tu sais quoi, je suis tellement une spoileuse. Moi, je suis nulle pour essayer de garder un minimum de teasing. Mais, parce que je parle de cette question dans mon livre, mais en gros, pour moi, à partir du moment où on accepte de mourir, c'est vraiment là où... On est en paix. Où on est libéré. On est libéré, ouais. Libéré aussi de la recherche du bonheur. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, il faudrait lire le livre. Et je trouve qu'on ne travaille pas assez cette question, en effet.
Enfin, en fait, c'est vraiment un truc, t'es livré à toi-même, quoi. Ah, mais complètement. T'es en paix avec ça? Ah, totalement. Bah, parce que moi, j'ai voulu mourir, donc. Ah, t'as voulu mourir aussi? Ouais, aussi, ouais. C'est vrai? Quel âge? Check. Bah, il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ah Ouais. oui, Plus récent. Plus récent. Ouais. J'étais victime de ma santé mentale. C'était pas vraiment je voulais parce que j'aimais pas ma vie. C'est ça qui est très dur aussi. Une accumulation? Non, pas du tout. C'était vraiment psychiatrique. J'ai fait ce qu'on appelle une ébullition mentale. Ok. Et en fait, j'avais envie de m'arracher le cerveau tous les jours, quoi. Enfin, c'était. Et t'as vu une... J'ai essayé à peu près 250 méthodes qui n'ont pas marché. Parce que le développement personnel me laissait croire que, en fait, tu pouvais, quand tu veux, tu peux, tu vois. Et en fait, c'est les médicaments qui m'ont aidé. Mais après 1 an et demi d'errance médicale, j'ai essayé vraiment des dingueries. Parce que j'étais vraiment, pour moi, j'étais un cas désespéré. Je m'étais dit, vraiment, si dans 1 an et demi, je trouve pas une solution, je meurs. C'est ouf. Et donc maintenant, je suis assez à l'aise avec ça. Maintenant, en fait, pour moi, quand c'est de la survie et plus de la vie, bah, en fait, je respecte la décision, tu vois, des personnes qui choisissent de mourir. Et j'ai désacralisé la mort. Ouais. Bah, voilà, c'est... Au moins, t'auras vécu. Est-ce que tu dors bien? Ah, je dors très bien. Ouais. Mais genre super bien, Tu quoi. fais pas d'apnée du sommeil, tout ça? Non, ma pauvre sœur jumelle, elle fait de l'apnée du sommeil. Camille, va consulter. Ah, t'as une sœur jumelle? Ouais, j'ai une sœur jumelle. Non, parce que tu vois, mon frère, pareil, il parle de santé mentale et des fois, il y a un lien, tu sais, avec ça. Avec l'apnée du sommeil? Avec l'apnée du sommeil. D'accord. On se rend pas compte, mais c'est une dinguerie. En fait, le fait que ton cerveau, il soit en apnée, enfin, ton corps, il soit en apnée, tout ça et tout, ton cerveau, il se repose pas. Lui, il faisait sur 1 minute, je crois, il faisait peut-être une vingtaine d'apnées, si je dis pas de conneries, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Des petites apnées comme ça et tout. Il a Sauf réussi que à ton la cerveau, régler. il se repose pas. Donc quand il se réveille, t'as l'impression que t'es tout le temps fatigué, t'es tout le temps surmené, tout ça, tout. Et en fait, un cerveau fatigué, il développe des névroses, il développe des dépressions. Ouais. T'as plein de trucs, quoi. T'as plein Le de premier, schémas. mais c'est ça qui Et dure toi, avec la t'as pas santé identifié mentale. le pourquoi ça. Bah T'étais si, en mais ébullition. en fait, c'est moi, c'est un peu tout ça mon propos, c'est qu'en fait, il n'y a pas toujours de raison. C'est-à-dire que premier diagnostic, c'était burn-out, ce qui aurait fait sens parce que je travaille beaucoup, donc j'ai calmé le jeu, ça n'est pas parti. Après, j'ai eu un 2e diagnostic trouble phobo-obsessionnel, thérapie avec un super psy, ça n'a pas marché. Et donc après, dernier diagnostic qu'on appelle c'est ébullition mentale, c'est un trouble de l'humeur. Donc en fait, c'est vraiment, je peux faire ce que je veux. En fait, il faut que je prenne des médicaments. C'est-à-dire que et c'est ça qui a été dur pour moi à accepter. Je suis quelqu'un de très volontaire. Bah ouais. Et en fait, non. C'est-à-dire, parfois, il faut accepter ton cerveau. Enfin, je sais pas, si demain, t'as un truc au genou, bah, tu vas devoir porter une attelle. Une attelle, ouais. Et, t'auras beau faire ce que tu veux, tu dois porter l'attelle. Ben moi, mon cerveau, il fonctionne d'une manière chelou. Et je dois prendre une certaine molécule pour qu'il remette, pour qu'il se calme, tu vois. Et ça a été un taf très, 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 très dur d'acceptation. Mais bon, moi, je bénis le Seigneur d'avoir trouvé une solution. Enfin, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est essayer d'aider. Parce qu'en fait, la santé mentale, tu peux pas... Autant le genou, ça se voit, il a triplé de volume. Mais on connaît rien du cerveau. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas. Ça peut être ci, ça. Ça se joue à des bribes de changements minuscules. On ne le connaît pas, le cerveau. Ouais. On ne le connaît pas. On peut t'opérer du cerveau, on peut t'enlever un anévrisme, mais on ne connaît pas le cerveau. Il faut développer des scanners. On connaît les zones, tu vois, on sait que là, c'est la zone machin, hémisphère droit, hémisphère gauche. La mémoire, machin. Etc. Tout, ouais. Mais on ne le connaît pas, on ne sait pas comment il fonctionne. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je reçois aussi des neuroscientifiques, tu vois, pour essayer un peu de comprendre, mais bon, moi, vraiment, j'en reviens du discours de... on peut tout maîtriser grâce à son cerveau, tout est une question de... Enfin, c'est un discours qui est super beau sur le papier. Ouais. Dans les faits, il y a des pros. Faisons confiance aux spécialistes et aux experts. Et voilà, en fait, il y a une certaine marge de manœuvre. Il y a des choses qu'on peut faire. Je pense que beaucoup de choses sont des muscles. Donc, tu vois, la confiance en soi, moi, le fait d'aller oser draguer un mec en premier, c'est un muscle, tu vois, tout ça. C'est le cerveau. Mais tu as des fonctionnements qui sont inhérents à ta génétique. Et en fait, il faut l'accepter aussi, quoi. Okay. Et tu vois, on est génétiquement anxieux ou non. Et mon psy me disait, il a 2 grands-mères, hein, voilà. Et il avait une de ses grands-mères qui a eu une vie hyper difficile, qui a perdu un enfant, qui a vécu la guerre, elle aurait toutes les raisons, entre guillemets, d'être dépressive, qui aujourd'hui va très bien, qui voilà, s'est relevée, même si elle est blessée, elle s'est relevée. Et il a une autre grand-mère qui n'a jamais connu quoi que ce soit de difficile dans sa vie, qui est dépressive chronique, tu vois. Waouh. Et en fait, ça, c'est aussi ça dont on parle pas assez, tu vois. Et du coup, c'est intéressant. Est-ce qu'elle ne développe pas des craintes, tu sais,
Par Moi, j'aime bien anticipation. me poser des questions. Ouais, Ouais, par ouais. anticipation. Laquelle? tu sais. La première ou la La deuxième? deuxième. Genre, elle est dépressive chronique, mais est-ce que c'est parce que, tu sais, tu développes pas des pleurs par anticipation, des Qu'il lui arrive troubles? quelque chose? Ouais. Bah, potentiellement, mais ça voudrait dire qu'elle a un trouble anxieux généralisé. Ouais, Et c'est ça, elle le choisit pas. C'est dingue. Enfin, il y a tellement de troubles que tu choisis pas. Tu peux travailler sur certains, essayer de minimiser, mais dans beaucoup de cas, c'est soit des très longues thérapies, soit des médicaments, quoi. T'es croyante? C'est une bonne question. Je t'avoue, j'étais Tout à l'heure, dans t'as dit, je un... remercie le Seigneur. Ouais, bah, parce que moi, j'ai été aussi éduquée dans un établissement catho. Mhm. Ma grand-mère, qui est la femme de ma vie, enfin mes deux grand-mères sont très croyantes, mais honnêtement, j'ai un peu perdu la foi avec ce qui m'est arrivé. Ok. Ouais, et je sais que c'est pas bien parce que c'est pas une question de il te donne ci ou ça, mais j'ai tellement prié Ouais. et j'ai tellement pas eu de signes, de rien, tu vois. Bah- Ça, plus j'ai lu beaucoup de philosophie, Ouais. et je trouve que plus on lit de philo, plus on devient cartésien, et du coup, plus la foi devient difficile. Donc c'est pas un non, Ouais. je sais qu'il y a quelqu'un de supérieur, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Avant, On en j'allais reparlera. à l'église et tout, mais on se reparlera. Est-ce qu'il y a un film, une série, un livre qui t'a marqué et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? J'ai vu récemment un documentaire sur Netflix qui est extraordinaire. Ouais. Il est d'une beauté et ça parle d'amitié, d'amour. Et waouh! Tu vois, quand je te disais, je suis prêt à mourir pour certaines personnes, regardez ce documentaire. Il s'appelle Au plus profond. C'est l'histoire d'une apnéiste professionnelle. Ah, on m'en a parlé. Il est, mais waouh, tu vas chialer. Hein. Ok, Waouh! Ah, c'est vraiment, il est poignant. ok. Il est poignant. Donc, ça, je le recommande. Anatomie d'une chute. Qui, Si vous n'avez pas entendu parler de ce si petit vous avez film. pas entendu parler de ce petit film. Non, Justine Triet, là, elle signe une performance extraordinaire. Je lui ai écrit d'ailleurs sur Instagram. C'est rare qu'un film arrive à me bouleverser. C'est mon métier, hein. Mais c'est rare. Je suis pas, tu vois, j'ai jamais pleuré devant un film. Mais là, j'ai été pris dans le. Et j'ai pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de défoncer Antoine Reinhardt. J'avais envie d'aider cette femme. Et en même temps, enfin, j'ai pas spoil, c'est même pas du spoil, mais en même temps, j'avais envie d'aider cette femme. Et en même temps, je me disais, mais attends, est-ce qu'elle est coupable? Elle a peut-être fait. Je passe par toutes les questions, quoi. C'est ouf. Ce qu'elle a fait, c'est dingue. Donc voilà, c'est. Bah, c'est vrai que le juge, là, il joue tellement bien son rôle, j'avais envie de le Antoine baffer. Antoine? Je Tu vais lui nous dire quand écoutes? je le vois. Quand je le vois, je vais lui dire. Antoine Reinhardt, là, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Hein. Ouais. Performance d'acteur, voilà, c'est. Moi, j'aime bien voir des films comme ça parce que je me dis, ok, bah, tu vois, ça te permet d'évoluer dans ton jeu. Ouais. C'est des personnes qui me font grandir. Ouais. Donc, dans mon jeu, tout ça. Donc, c'est. Non, livre, moi, je lis pas beaucoup. C'est ça mon plus grand drame. J'essaye de lire. Là, en ce moment, je suis en train de lire un thriller de Lisa Gardner. Ok. N'avoue jamais. Ok. C'est top. Ok. Mais je mets du temps à lire. Ouais. Alors que tu me donnes un scénario, je le lis hyper facilement, hyper simplement. T'es top. C'est gentil, mais attends, c'est pas fini, hein. Mais j'avais envie de te dire maintenant, t'es top. Merci. Vraiment. Ça, c'est le cœur des millénials, t'arrives à le mais faire? c'est ouais, Ah bah c'est bon, bah t'es jeune en fait. Je l'ai. Tranquille. Je l'ai appris. Hein. Ouais, moi Parce aussi. que j'avais un peu d'arthrite à cause de mes 34 ans. C'est de la muscu. Hein. Et là, j'arrive à le faire. Ah, j'adore. Non, mais ouais. Tu sais ce que je te souhaite, ce que j'espère, c'est que tu trouves ce qui va te permettre de. Parce que tu prends encore des médicaments là maintenant? Ah ouais. Voilà. De plus prendre ces médicaments. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas ce que je dis. Mais parce que du coup, tu auras trouvé une autre manière d'être heureuse et d'être épanouie. Parce que je me dis toujours, oh putain, merde, imagine demain, t'as pas ce médicament, comment tu fais? Ah bah. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, mais. Donc je te souhaite ça, mais parce que t'es. Mais c'est vrai que tu fais bien de faire des longues interviews, parce qu'après, on est dans tes yeux, on est dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit que j'étais en empathie avec les gens, Ouais, je vois un petit peu comment t'as eu mal, comment t'as su faire. c'est gentil. Ouais. Merci de ta bienveillance. T'inquiète, parce que je l'ai vécu. Hein. Ouais, On est des bêtes blessées. ouais. Qui est-ce que t'aimerais entendre sur ce podcast? Bah, Alice Belaïdi, Ok. que j'aime beaucoup. Samuel Umtiti, Hmm. qui est un vrai pote, c'est un vrai frère. Tu vois, Il se livrerait? je sais pas. Je donne un peu. Je sais pas. un petit Peut-être tranquillisant aujourd'hui, peut-être maintenant. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, ouais. Peut-être qu'il le ferait. Parce que il a vécu beaucoup d'épreuves et tout. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus en paix avec ça aujourd'hui. J'ai l'impression. Ouais, Sam, Alice Belaïdi.
Qui d'autre? Hakim Djemili. Parce que c'est Hakim Djemili, ouais. Je pense que ça peut être hyper intéressant. C'est quelqu'un de très intéressant. Et de très spirituel aussi. Donc tu devrais pouvoir t'amuser. Et c'est quelqu'un qui parle, qui est bavard. Donc, Je vais te poser la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Waouh! Ah, Loulou, c'est quoi ces questions? Mince. Prendre le pouvoir de sa vie, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va de pair. Je pense que c'est d'être en paix avec soi. Ouais, c'est d'être en paix avec soi, de se dire que si on part demain, c'est cool. Les gens auront Un bon souvenir de un nous. bon souvenir de nous. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, prendre le pouvoir de sa vie, c'est donc du coup faire les choses qui vont te permettre d'être en paix avec toi, d'être fier de toi, d'être... Ouais, je pense que c'est ça. Bah, merci Ahmed. Merci à toi. Je garderai un bon souvenir de toi. Et moi aussi. Tu vois, moi aussi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent te suivre, qui veulent aller voir ton dernier spectacle, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Il y a un peu tout sur mes réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, sur la Fnac, tout ça et tout. Origami, il y a encore des places dispo? Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup? Ouais. Bon bah dépêchez-vous. Faudrait que tu viennes voir mon spectacle. Ah grave. Vous viendrez. Hein. Ouais. Je vous invite. Et puis ouais, il y a un peu tout. En vrai, ça va être horrible ce que je vais dire. Pour le spectacle, j'ai quasiment pas besoin de faire de promo. Ouais. Les gens, ils sont là, c'est cool. Donc, tu vois. Tu fais un promo pour autre chose? Moi, je suis venu, on m'a dit, tu vois, c'est un super podcast, viens. Oh, c'est gentil. C'est comme les livres, j'écoute pas beaucoup. Mais là, je vais m'intéresser. Parce que merci. je vois les questions que tu poses et tout. Donc, je vais voir qui Bah, m'intéresse. Tu sais qui j'ai reçu et que je t'ai pas posé ta question à la visite, je l'ai fait pour le bonus si ça règle encore. Jérémy Ferrari aimerait savoir un jour, Magnifique. tu lui as dit que s'il était une femme, Ouais. t'aurais envie de l'embrasser. Ouais. Il aimerait savoir si c'est sérieux pour savoir s'il doit entamer certaines démarches ou pas. Mais lui, tu vois, c'est un vrai pote, c'est un vrai frère. Et tu sais, on se parle pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, je pense que je suis intimement lié avec les personnes qui ont souffert beaucoup dans leur vie. Et je me rends compte dans ma vie de tous les jours. Tu sais, c'est ce sentiment de super-héros, là. Ouais. De pouvoir apporter Les bras quelque chose. cassés, genre. Ouais, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais non, t'inquiète, Jérémy, t'as pas besoin de... Reste comme tu es. Ouais, reste comme tu es, frérot. Ça va bien se passer. Trop bien. Bah, merci Ahmed, à très vite. Merci, c'était top.